toutes et tous. Donc, on va pouvoir commencer cette formation qui inaugure un cycle de 2 formations avec le cabinet Equinox et Emmanuel Lopp sur le thème du juridique. On va vous demander de poser les questions à l'écrit, évidemment, comme d'habitude dans toutes les formations des ateliers d'IFTM, en utilisant la discussion. Dans la discussion, il faut prendre soin d'envoyer votre message à tous les panélistes et participants pour que tout le monde ait accès à votre question. Vous verrez que Emmanuel procédera par thème dans sa présentation. Donc, il est important que vous posiez vos questions en respectant ces thèmes et au fil de l'eau afin qu'elles puissent répondre au fur et à mesure. Elle prendra un certain temps après chaque partie pour répondre à vos questions. Bien qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde, Emmanuel essaiera de faire au mieux. Merci de ne pas mentionner de marque lorsque vous posez des questions et qu'on ait des exemples plutôt généraux et déclinables plutôt que spécifiques à chacun pour les raisons que vous connaissez. On va pouvoir commencer, Emmanuel, si vous êtes prête. Eh bien oui. On a 100 participants et participantes qui nous ont rejoints. On vous remercie et on est ravis de partager cette matinée avec vous. Eh bien bonjour, rebonjour à tout le monde. Je suis ravie d'inaugurer ces formations juridiques et d'être partenaire avec le salon IFTM Presa, qui est non seulement prestigieux, mais qui pour moi représente vraiment votre salon à vous, les professionnels du tourisme. Vous avez assisté depuis un an, peut-être malheureusement on va dire, mais heureusement dans un autre sens, à de nombreux webinaires. Mais finalement, je m'aperçois qu'au bout d'une année, de nombreuses questions reviennent et vous préoccupent. C'est la raison pour laquelle on a choisi de vous faire 2 temps. Le premier, aujourd'hui, étant consacré à votre environnement contractuel, que j'ai séparé dans l'aspect B2C, puis l'aspect B2B. Et à chaque thème, je vais en aborder 2. Vous verrez comme ça va rythmer un peu cette heure. J'espère que vous ne la verrez pas passer. Et je vous invite effectivement, après une courte présentation de ma part, à poser des questions que Valentine va me relayer. Bien qu'étant une femme, je peux faire 2 choses en même temps. Je vois vos questions-réponses. Je vais rester concentrée sur mes réponses. Pour commencer, je voulais vous parler de votre relation contractuelle avec vos clients, parce que ne vous inquiétez pas, ils vont revenir, ces clients. Et cette relation contractuelle, elle est assez spécifique dans la mesure où elle est entièrement régulée par le fameux Code du tourisme. Alors, je voulais subdiviser cette intervention, on va dire, sur le B2C, tout d'abord en commençant par vos outils contractuels. Alors, vous allez me dire que vous les connaissez, vos outils contractuels, mais je pense qu'un petit rappel ne sera pas de trop. Et curieusement, je n'arrive pas à activer la deuxième slide. D'accord. Voilà, voilà, ce sont les aléas. Ça arrive, ça fonctionnait tout à l'heure. Voilà, ça fonctionnait très bien tout à l'heure. Et là, ça ne veut plus. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas grave. Le premier sous-thème de la relation B2C est consacré à vos outils contractuels. Vos outils contractuels, je veux dire par là l'offre que vous allez faire au client, le contrat et vos conditions de vente, ainsi que aujourd'hui, enfin en tout cas depuis 2018, vous savez sans doute que lorsque vous êtes en relation avec le client, avant de contracter avec lui, vous devez lui fournir une information standard qui remplace un peu ce que l'on appelait avant les conditions générales de vente et qui sont un formulaire d'information standardisé par un texte obligatoire pour tout le monde. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que cet ensemble d'outils contractuels a été formalisé de manière encore plus profonde par la réforme du Code le 1er juillet 2018 dans un but avoué de protection du consommateur. Et aujourd'hui, depuis plus d'1 an que nous sommes dans cette situation de crise, vous avez pu voir que vos contrats, votre relation avec le client
elle a été au cœur des débats, elle a été parfois malmenée, elle a été parfois mal comprise, par exemple par des associations de consommateurs que je ne citerai pas, puisqu'on ne doit pas citer de marque, mais dont j'espère qu'elles assistent à ce webinaire pour peut-être leur rappeler certaines choses. Alors, vous devez vous souvenir que vous avez, on va dire, 3 temps dans votre relation avec le client. Un temps avant le contrat, c'est ce qu'on appelle l'offre précontractuelle. Et alors, vous pouvez appeler ça programme, vous pouvez appeler ça devis. Et ce temps-là est celui où vous allez vraiment interagir avec le client pour lui faire une proposition. J'utilise ce terme à dessein, parce que je vous dirai un petit mot de l'ordonnance 315 du 25 mars 2020. Vous lui faites une proposition de voyage dans laquelle vous allez lui proposer ce que vous fournissez comme service, soit en production directe, soit en revente de tour opérateur, soit en revente de prestations d'un réceptif, par exemple. Et c'est donc une offre personnalisée que cette offre préalable. Et le Code du tourisme vous impose des rubriques obligatoires. C'est la raison pour laquelle, souvent, moi, quand j'entends, voilà, moi, je fais un programme, dedans, je mets des belles photos, alors ça, c'est bien, je mets quelques informations, et puis après, on fait le contrat. En réalité, la loi vous impose vraiment pas moins de 15 rubriques obligatoires dans cette offre préalable. Alors, ça va de, évidemment, la description du voyage, la description de ce que vous avez prévu, la destination, les moyens de transport, l'hébergement, vos clauses d'annulation contractuelle, les assurances spécifiques au voyage que vous allez vendre. Est-ce que le voyage est adapté pour les personnes à mobilité réduite et quelles sont les formalités administratives? Vous voyez, il y a une quinzaine de rubriques, enfin en tout cas 15 minimum dans cette offre préalable. Cette offre, elle doit s'accompagner d'un formulaire standard d'information qui est prévu principalement pour la vente de forfait. Vous en avez aussi un formulaire standard qui est prévu pour la vente d'hébergement sec ou la location auto, qui sont des services de voyage. Mais on va parler principalement des forfaits. Donc, vous joignez à cette offre préalable le formulaire standard d'information, qui est vraiment pré-rédigé, dans lequel vous mettez juste le nom de votre entreprise et celui de votre garant financier. Vous pouvez joindre, si vous en avez, vos conditions de vente. Les conditions de vente, c'est vraiment un outil important parce que c'est un peu le vadémécum de votre entreprise, notamment quand vous produisez. Ça explique au client comment on achète chez vous, comment on paye et principalement aussi comment on annule. Puis vous avez le deuxième temps qui est celui du contrat. Le contrat de voyage, maintenant, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'offre précontractuelle augmentée de clauses contractuelles. Vous allez donc retrouver 15 rubriques dans le contrat. Je vous rassure, la première de ces rubriques s'appelle les caractéristiques principales du voyage et elle en comprend 8. C'est pour ça que je parle de 15 rubriques. 8 et 7, 15. Donc, le contrat, c'est vos 15 rubriques de l'offre, plus des clauses obligatoires sur la responsabilité, sur les exigences particulières sur la médiation et le règlement des litiges, la cession du contrat et un point important, quel est le point de contact qui pourra aider le client s'il est en difficulté ou s'il a une réclamation à faire. Point de contact local, bien évidemment, ce qui ne signifie pas un téléphone d'urgence 24/7, contrairement à ce que l'on croit souvent. Donc voilà l'environnement contractuel qui va réglementer votre relation avec le client. Et vous savez qu'à l'occasion de la crise sanitaire, on a mis ce contrat au centre de votre relation. Donc, on parle d'imprévu et la pandémie, aujourd'hui, n'est plus un imprévu. Mais ses conséquences constituent des imprévus. La fermeture des frontières, l'interdiction du trafic aérien, les fermetures des hôtels, des restaurants. Parfois, enfin, on vit en ce moment l'interdiction de se déplacer, de sortir de chez soi. Et maintenant, depuis ce magnifique week-end de Pâques, l'interdiction de se rendre dans les aéroports pour aller en Europe. C'est-à-dire qu'on a vécu une petite période où on pouvait se dire qu'on n'avait pas le droit de dépasser son domicile de 10 km, mais qu'on pouvait aller à l'aéroport avec un billet d'avion pour partir en Espagne ou ailleurs en Grèce ou en Italie. C'est terminé. Maintenant, chacun chez soi, dans un rayon,
de 10 km avec son GPS à la main. Donc, vous voyez qu'on a mis au centre le contrat. Et à l'occasion de la pandémie, l'année dernière, on a pris cette fameuse ordonnance 315. N'hésitez pas si vous avez des questions à son propos, parce qu'elle continue à vivre, cette ordonnance. Donc voilà un résumé, un aperçu de vos outils contractuels. C'est vraiment important. Je vous engage, que ce soit par écrit, que ce soit par échange de mails, que ce soit par compte client, si vous faites de la vente en ligne, à bien formaliser la relation avec le client, parce que c'est ce qui va déterminer votre engagement, votre responsabilité et éventuellement les réclamations du client. Et là, vous saurez, c'était marqué dans le contrat ou c'était pas marqué dans le contrat. Je vous avais prévenu qu'il fallait un passeport. Je vous avais prévenu que s'il y a des difficultés, il faut les signaler au contact. Tout ça, c'est marqué dans le contrat. Et petite précision, avant de laisser Valentine me répercuter les questions, s'il y en a, je voulais vous dire que depuis 2018, il n'est plus obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est interdit, il n'est plus obligatoire de faire signer le contrat en double exemplaire, signé par l'agence et par le client. Ça, c'est important de le savoir parce que ça tient compte un peu de l'évolution. Ce qui compte, c'est la confirmation du consentement et de l'accord du client. Voilà ce qui est important. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour dresser un peu un tableau de vos relations avec le client. Alors, Valentine, est-ce qu'on a des questions sur ces points-là? Pour le moment, pas de questions, Emmanuel. C'est parfait. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pendant cette première partie. N'hésitez pas, comme on le disait tout à l'heure, à utiliser le module discussion pour poser vos questions à l'écrit. Et on a notre première question qui vient d'arriver. Ben voilà. Un mail de confirmation client suffit-il au lieu de la signature du contrat? Exactement. Le point, je le répète, le plus important, c'est de confirmer le consentement, l'accord du client sur ce que vous lui avez proposé. D'abord sous forme d'offre et après que vous avez mis en forme sous forme de contrat. Donc, un mail qui vous dit « j'ai reçu le contrat, je le valide » et puis parfois, je vous envoie le paiement ou alors je clique sur le lien de paiement que vous m'avez envoyé, vous, l'agence. Ça vaut effectivement confirmation. On parle bien de confirmation du contrat. Bien évidemment, si vous souhaitez, notamment pour ceux qui font du groupe, je sais que je l'entends souvent, avoir un document signé par le responsable du groupe, par exemple, ça peut être utile parce que ce responsable du groupe va s'engager pour les futurs participants. La fameuse roaming list que vous recevrez un moment avant le départ. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Quel dommage qu'on ne puisse pas partager les magnifiques slides qu'on avait préparés. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Non, c'est comme ça. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Quelle clause complémentaire conseillez-vous d'ajouter au contrat ou aux conditions générales de vente depuis la pandémie du Covid? Alors, cette question, elle est particulièrement bien tombée parce qu'elle introduit le deuxième thème de la relation B2C. Donc, si vous voulez, on va glisser vers ce deuxième thème qui est celui des circonstances exceptionnelles et inévitables, puisque notre thème, c'est les contrats, la relation en période d'imprévu. Vous devez vraiment vous familiariser avec cette notion de circonstances exceptionnelles et inévitables. Moi, je les appelle depuis le début des CEI, ça va plus vite, circonstances exceptionnelles et inévitables, qui remplacent la notion de force majeure qu'on avait avant. Alors, que sont ces CEI? Ce sont des circonstances qui sont insurmontables, que vous ne pouviez pas prévoir au moment où vous engagez avec le client et que vous ne pouvez pas éviter, évidemment, puisque le terme est dans la définition. Et donc, ces circonstances vont empêcher la bonne exécution du contrat qu'on a vu dans un premier temps et que vous avez conclu avec le client. Et les cas qu'on connaît, qu'on a connus par les années précédentes, qui sont assez emblématiques, comme des éruptions volcaniques ou un tsunami, on a des attentats, on a des situations dramatiques d'un point de vue géopolitique dans certains pays. Je dirais que
Ces situations faisaient partie un peu de la réflexion qu'on a en général. La pandémie a ouvert une nouvelle page de ces situations de force majeure au sens large, donc des CEI. Et évidemment, vous êtes nombreux à vous dire, moi, j'ai envie de me protéger. Dans mon contrat, je vais me protéger dans mon CPV, et ça rejoint la question que Valentine vient de me poser. Alors d'abord, il faut que je vous dise que le code, sachez que le code n'est qu'une transposition d'une directive européenne qui date de 2015 et que la France, pas plus que les autres pays d'ailleurs, n'a pas eu de latitude pour adapter cette directive européenne. Donc, cette terminologie de circonstances exceptionnelles et inévitables vient de la directive européenne de 2015. Et on se rend bien compte aujourd'hui que les définitions, le juridique, tout cela est bel et bon, mais ça ne prévoit pas des situations aussi dramatiques, aussi mondiales que la pandémie de Covid-19. Cependant, ce sont les outils juridiques qui sont à notre disposition. Alors, avant de vous dire si vous pouvez insérer, parce que je n'oublie pas la question, dans vos contrats ou dans vos CPV des dispositions particulières, je vais vous dire ce qui existe, ce qui est à notre disposition. On a, si vous devez retenir un texte, mis à part celui sur la responsabilité, la fameuse responsabilité de plein droit, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, si vous deviez retenir un texte sur les CEI, c'est l'article L211-14, L211-14 du Code du tourisme, qui envisage, il n'est pas le seul, mais qui envisage l'annulation. On parle dans le code de résolution. Si vous voyez le mot résolution, ne paniquez pas, ça veut dire annulation, mais ça fait plus juridique. Cet article envisage l'annulation des contrats, soit par le voyageur, vous savez que maintenant, même si je parle de clients, dans le code, on parle de voyageurs, donc soit par le voyageur, soit par vous, les professionnels. Et dans les deux cas, on envisage les circonstances exceptionnelles et inévitables comme cause de l'annulation. Et le code est assez précis. Quand c'est le client qui annule, on va lui demander de démontrer qu'il annule son contrat, qu'il n'aura pas de frais, en revanche qu'il n'aura pas d'indemnisation, s'il démontre que ces fameuses circonstances vont empêcher la bonne exécution de son voyage à destination ou que ces circonstances vont affecter son transport. Donc, c'est le transport vers la destination et la destination elle-même qui sont impactées par ces circonstances. Pour l'illustrer avec la pandémie, parce qu'on est en plein dedans, et c'est par exemple les frontières du pays de destination qui sont fermées, ou si les frontières sont ouvertes. Vraiment, je mets à part la situation de confinement aujourd'hui qu'on est en train de vivre et qui empêche les gens de bouger, d'accord? Là, je veux vraiment parler pour vous illustrer ce texte. On a par exemple les hôtels à destination qui sont fermés, les restaurants qui sont fermés, les musées, tout ce qui était prévu dans votre programme, dans votre contrat de voyage avec le client, est impossible. Et le client peut le dire, peut dire, voilà, moi, on doit partir le 12, c'est fermé, donc vous allez m'envoyer là-bas, je vais rester sur la plage ou je vais rester enfermé dans ma chambre. Le contrat ne pourra pas se dérouler conformément à ce qui a été prévu. Ça n'est pas la faute du professionnel, mais le code prévoit dans ces cas-là qu'on annule, on prend acte de cette annulation, le client a le droit d'annuler sans frais. Parce qu'en temps normal, quand un client annule, il n'a même pas besoin de se justifier, il peut être soumis à votre fameux barème de frais ou à vos frais réels. Donc là, on a une exception, c'est un remboursement sans frais sous 14 jours, c'est-à-dire que le professionnel doit rembourser sous 14 jours. Ça, c'est du côté du client. Voilà ce que prévoit cet article dans son grand 2. Et dans son grand 3, oui, Valentine? Et dans ce cas-là, est-ce que l'on peut retenir les frais d'assurance multiples dans le remboursement ou non? Alors, c'est une question effectivement que j'allais aborder, mais autant en parler maintenant. C'est vraiment la question parce que ces cotisations d'assurance, elles ont été réglées par le client et elles ont été réglées à l'assureur. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui est commissionnable ou pas, mais il se trouve que normalement,
une assurance multirisque ou une assurance annulation est considérée comme consommée. Elle est consommée dès qu'elle est vendue, dès qu'elle est souscrite, en fait. Et sauf cas exceptionnel de certains assureurs qui ont accepté, toujours garder présent à l'esprit cette histoire de l'ordonnance 315 du mois de mars, certains assureurs ont accepté de reporter l'assurance sur les contrats eux-mêmes reportés en accord avec toute la chaîne de distribution, de production, les réceptifs, etc. Certains assureurs ont accepté. Mais en temps normal, on considère que l'assurance est consommée et qu'elle n'est donc pas remboursable. D'ailleurs, c'est ce qu'on met souvent, y compris sur les contrats, c'est ce qu'on met dans les conditions de vente. Mais quelles que soient les causes de l'annulation, la cotisation d'assurance n'est pas remboursable. C'est aussi le cas parfois. On va attendre d'avoir des décisions de justice. C'est le cas des frais de visa, par exemple, ce qui peut représenter des charges importantes pour ceux qui font du groupe et qui se sont chargés d'acheter les visas pour un groupe important de personnes. Ça représente des charges. Et je ne connais pas, mais corrigez-moi si je me trompe, d'autorités consulaires qui disent « Ah ben voilà, je vous rembourse parce que finalement, en mars ou en avril 2020, votre groupe n'a pas pu partir. » Donc cet argent, il a été payé. Donc, on considère, moi ma réponse c'est on va tenir le coup là-dessus, on va pas rembourser ces frais-là. Et qu'en est-il de la facturation des frais de gestion? Alors ça, c'est la question qui fâche. Parce que le texte, l'article L211-14, nous parle d'annulation sans frais d'annulation, sans pénalité d'annulation, sans frais d'annulation. Et évidemment, vous êtes nombreux à vous dire, mais moi, en fait, je travaille non pas une fois, non pas deux fois, mais peut-être 3 ou 4 fois pour rien depuis mars 2020. Et donc, annuler un contrat dans le cadre de l'ordonnance, faire un avoir, conserver les fonds, reporter ce contrat, c'est-à-dire refaire le travail, et puis peut-être l'annuler à nouveau pour ceux qui ont été optimistes, et ils ont eu raison, qui avaient prévu avril 2021, mars, et qui reportent, eh bien, tout ça, c'est du travail pour rien, et c'est une question qui revient souvent, on me dit, mais je voudrais garder les frais de dossier. La question sera de savoir, est-ce que ces frais de dossier vont être considérés comme des frais d'annulation? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse judiciaire. Je n'ai pas la réponse administrative, par exemple, de la DGCCRF, que vous aimez tous quand elle procède à des contrôles de vos contrats et de vos outils. Je n'ai pas cette réponse. Je dis que dans l'article, on nous dit que les frais d'annulation ne doivent pas être retenus. Maintenant, vous parlez de frais de dossier, je n'aurai pas la réponse aujourd'hui. D'accord? Je ne peux pas vous encourager à les garder. Je dis que le texte recommande de ne pas conserver de frais d'annulation. Voilà ce que je peux vous dire. Le reste étant traité au cas par cas avec les clients. Voilà ce que je peux vous dire. Là, on était sur l'annulation par le client pour cause de CEI. Et le grand 3 de l'article L211-14, le grand 3 de l'article se consacre cette fois-ci à la résolution, l'annulation du contrat par le professionnel. Alors, toujours, ça peut être une annulation sans motif, ce n'est pas notre objet aujourd'hui, et ça peut être une annulation motivée par les CEI. On prévoit ça aussi, on donne cette possibilité aux professionnels avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire remboursement sans frais d'annulation pour le client sous 14 jours. Et là, le professionnel, on lui demande juste de dire, de prouver au client qu'en réalité, les CEI l'empêchent de délivrer les prestations qui étaient prévues au contrat. Lui, le professionnel, on ne va pas lui demander si c'est à destination, si c'est pendant le transport, ces circonstances l'empêchent de délivrer ses prestations. Donc, vous avez vu que depuis mars 2020, nombreux sont les professionnels, les tours opérateurs, par la voie du CETO et du syndicat, votre syndicat des entreprises de voyage, ont pris des initiatives d'annuler et de dire, voilà, surtout l'année dernière, mais on y revient un peu maintenant, le monde est fermé en réalité. Donc, nous, les professionnels, on ne peut pas.
les prestations, donc on annule et voilà. Et là, j'en profite pour vous toucher un mot. Un premier à propos de l'ordonnance. Donc, vous avez vu que je vous parle de remboursement sans frais d'annulation et vous connaissez tous maintenant par cœur l'ordonnance 315 qui permet de délayer cette obligation de remboursement puisque elle autorise les professionnels, elle vous a autorisé pendant une période qui était limitée aux annulations entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 pour cause du Covid, pour conséquence du Covid, elle vous a autorisé à conserver les fonds et à ne pas les rembourser sous 14 jours, à émettre, si vous le souhaitiez, un avoir qui va être une monnaie d'échange pour faire un nouveau contrat ou alors qui va être remboursé 18 mois après une nouvelle proposition de voyage. Il y a des délais comme ça qui sont dans cette ordonnance. Je vous les rappelle parce que j'ai vu passer beaucoup de choses ce week-end sur les réseaux à l'occasion de diverses interventions. Je vous rappelle un petit peu la chronologie très rapidement parce que je sais qu'on l'a déjà vu ensemble à de nombreuses reprises. L'ordonnance, vous avez un premier temps qui est le temps de l'annulation. Ensuite, vous avez 30 jours pour faire votre choix. Vous, en tant que professionnel, vous faites votre choix. Est-ce que je rembourse ou est-ce que je préfère me protéger avec un avoir? Ça, vous avez 30 jours pour le faire à compter de l'annulation. Et puis, vous avez toujours à compter de l'annulation 90 jours, 3 mois, pour faire une nouvelle proposition. Alors, certes, elle pouvait être incomplète, mais parfois, elle était à l'identique, puisque l'ordonnance vous demande de proposer des prestations équivalentes. Vous avez 90 jours pour le faire. Et à compter de cette nouvelle proposition, il y a 18 mois pour la parfaire, c'est-à-dire éventuellement déboucher sur un nouveau contrat, ou si on n'a pas débouché sur un nouveau contrat, eh bien là, on va rembourser. Donc, vous voyez, ça fait 3 mois plus 18 mois, ça peut faire 21 mois en réalité pour procéder à un éventuel remboursement. Voilà les temps de l'ordonnance. Ça veut dire que dans la mesure où elle a été un petit peu rétroactive, puisqu'elle commençait pour les annulations à compter du 1er mars, ça veut dire que si vous prenez une annulation, je ne sais pas moi, le 10 mars, et que vous avez été très diligent pour faire une nouvelle offre et qu'elle a eu lieu le 20 mars, par exemple, cette nouvelle proposition, vous comptez 18 mois à compter du 20 mars. L'avoir qui est visé par cette ordonnance, c'est un principe, une vue de l'esprit. Ce n'est pas un document où il y a marqué avoir valable 18 mois. Nombreux sont ceux qui l'ont fait. C'est pas mal de faire ça. Mais par principe, vous avez l'argent des clients et vous indiquez qu'ils pourront le réutiliser s'ils le souhaitent ou alors qu'ils en seront remboursés. Donc, il ne faut pas s'angoisser parce que vous n'avez pas émis un document qui s'appelle avoir. Alors maintenant, pour répondre à la question de tout à l'heure, qui consistait à savoir est-ce que je peux mettre des clauses pour me protéger en fait de situations qui ressembleraient à celles de la pandémie, parce que si on en croit les épidémiologistes, peut-être qu'il y aura d'autres virus plus tard. Ou, je ne sais pas, moi, quand tout le permafrost aura fondu, on va avoir des virus du temps des mammouths qui vont nous tomber dessus. Mais pourquoi je vous ai donné ce cadre juridique du code? Pour vous dire qu'en réalité, pour l'instant, on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que je sais que vous avez beaucoup d'imagination. Les clauses que vous essayez de créer, et je comprends votre ressenti, je comprends les difficultés qui sont les vôtres au quotidien. Attention, on ne peut pas insérer des clauses qui sortent de ce que je viens de vous expliquer. Vous pouvez mettre des clauses pour expliquer, par exemple, ce qui va se passer avec les avoirs. Vous pouvez mettre des clauses pour expliquer que le client pourra choisir dans son nouveau voyage dans votre catalogue. C'est-à-dire que ça peut être une offre équivalente, ça peut être une autre offre. Sachez que si le client veut quelque chose de différent, qui sera peut-être plus cher, vous pouvez lui facturer un supplément. C'est-à-dire que l'avoir va servir va être imputé sur un nouveau contrat, mais qui sera peut-être plus cher si ce n'est pas la même chose que ce qui a été annulé. Voilà, vous pouvez mettre des clauses explicatives, mais vous ne pouvez pas dire, par exemple, et vous allez voir quand on va aborder le B2B tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire, par exemple, en cas d'annulation à cause d'une pandémie
fermeture des frontières, vous ne serez pas remboursé de l'aérien, par exemple. Je sais que l'aérien, ce sera l'objet de notre prochain atelier, pose d'innombrables questions parce que vous, les professionnels, vous êtes coincés. Vous êtes, je dis toujours que vous êtes la tranche de jambon entre les deux tranches de pain. Vous avez d'un côté le transporteur et de l'autre côté le client. Mais ces clauses-là ne seront pas légales. Malheureusement, on doit rester dans le cadre du code, quitte à en parler, peut-être juste se cantonner à ce qu'il y a dans le code. Mais les créations qui tendraient à vous permettre de ne pas rembourser le client, par exemple, malheureusement, elles ne seront pas acceptées. Elles vous attireront même sans doute des ennuis. Et puis, je voudrais vous dire quelque chose aussi à propos de ce thème, des effets, des circonstances exceptionnelles et inévitables, des CEI. Peut-être que vous vous posez la question sur le remboursement, vous savez, pour les gens qui ont eu un séjour écourté et les prestations, ce qu'on appelle les prestations non consommées. Juste un mot pour vous dire que la théorie impose que ces prestations non consommées, même si elles l'ont été à cause des circonstances exceptionnelles et inévitables, doivent être remboursées au prorata. Alors attention, on ne va pas mettre l'aérien dedans, par exemple, quand on est sur du forfait, mais on doit rembourser. Donc, on en parlera tout à l'heure avec la relation B2B. Attention à ne pas dire, par exemple, il faudra vous battre en B2B éventuellement, battre gentiment, parce que ce que je voudrais, c'est que les gens s'entendent, pour obtenir les remboursements des prestations, pour pouvoir effectuer ce remboursement au client. On ne peut pas lui dire, voilà, c'est pas de chance, vous êtes rentré plus tôt, vous aviez prévu 3 semaines, vous êtes resté une semaine, bah, c'est perdu. Non, le code, et cette fois-ci, c'est un autre article, c'est l'article L211-17, qui impose de restituer ce qui n'a pas été consommé. On appelle ça des réductions de prix dans le code, mais en réalité, c'est un remboursement des prestations qui n'ont pas été consommées. Donc, voilà, je vois qu'il y a une question peut-être, Valentine, non? Est-ce que, Emmanuel, vous pouvez préciser dans quel pays du monde s'appliquent les CEI? Ah, c'est une bonne question parce que c'est du droit français. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du droit européen. Voilà. On va parler dans… C'est marrant parce que vos questions, elles introduisent les thèmes suivants. Désolée pour les slides qui n'avancent pas parce qu'ils étaient absolument magnifiques, violet et rose, mais ça ne marche pas. C'est une question qu'on me pose souvent à l'occasion des relations B2B parce que, en tant que professionnel français, on a envie de faire entendre raison assez réceptif, par exemple, en leur disant, voilà, il y a des CEI, moi, je suis obligé de rembourser le client, donc il faudrait me rembourser. On va l'évoquer juste après. Mais de manière plus générale, on va dire qu'il va être plus simple, plus audible en tout cas, d'invoquer ces relations-là quand on est en Europe, parce que c'est un droit, le droit du voyage à forfait, c'est un droit européen. Donc, vous êtes une agence, un professionnel français, vous utilisez cette notion avec tous vos clients, que ce soit des clients français ou autres. On est bien d'accord, c'est vous qui déterminez ce qui s'applique. Maintenant, on va voir que dans la relation B2B, c'est un peu plus compliqué. Je me demande, Valentine, si on a du monde en salle d'attente, non? Ou c'est moi? On n'a personne en salle d'attente, a priori, puisque les participants entrent automatiquement. Ah, très bien. On a 158 participants. Ben, bravo. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Pour le moment, non. Et oui, les slides vous seront communiqués sur le site de IFTM suite à la présentation. Voilà. Là, je suis sans filet, mais comme c'est moi qui les ai préparés, j'ai une vague idée de ce qu'il y a dedans. Donc, rassurez-vous, je les suis. Et je voudrais… donc, normalement, on aurait un slide qui mettrait B2B, vos relations sous 2 thèmes. Et je vais commencer par vos relations Théo-agence. Et puis, le second thème de la relation B2B, ce sera la relation avec vos prestataires. Donc là, je pourrais parler aussi bien des Théo que des agences qui produisent avec leurs prestataires. Donc là, le premier thème, et je vous invite vraiment à poser vos questions, parce que la gestion de l'imprévu,
elle n'est déjà pas très simple dans la relation de protection du consommateur. Vous avez vu comme c'est encadré. Et je pense qu'elle est encore moins simple dans la relation B2B. Ça va aller crescendo. On va dire que dans ce premier sous-thème de votre relation entre tour opérateur et agence, pour ceux qui revendent du tour opérateur, ça va être cette fois-ci non plus le code du tourisme auquel on va faire appel, mais la force majeure, ce qu'on appelle le droit commun. Alors le droit commun, c'est le droit du code civil, le droit des contrats, le droit de la relation contractuelle entre des partenaires commerciaux, donc un tour opérateur et une agence. Alors, certains d'entre vous font partie du réseau, par exemple. Les réseaux vont négocier les contrats de distribution avec les producteurs. Dans ces contrats, on a des clauses qui règlent les difficultés, justement, l'impossibilité de fournir les prestations, les fameux CEI, dont je vous rappelle qu'elles s'appliquent dans la relation B2C et qu'elles constituent de la force majeure dans la relation B2B. Donc, soit c'est réglé par un contrat, soit, et je l'entends souvent, moi, dans ma pratique, il n'y a pas de contrat. En fait, on dit, bah voilà, on envoie un mail, ou alors parfois il y a un espace, une interface pro. On n'a pas signé de contrat, en fait. On se loge, on met son mot de passe et on fait ses commandes. Mais il n'en demeure pas moins que la force majeure, les principes de la force majeure doivent s'appliquer. Alors, un point important, je sais que ça peut être un peu discuté. Pour vous faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, l'ordonnance 315 s'applique dans la relation professionnelle client. Elle parle tout le temps des fonds qui ont été versés par le client au professionnel. Certes, elle parle de l'organisateur, qui est le TO, on va dire, et le détaillant, qui est l'agence, mais dans la relation avec le client. Parce que vous avez des TO qui vendent en direct. Donc, l'ordonnance ne s'applique pas dans la relation B2B. Pourquoi? Parce que c'est le vendeur, on va dire, c'est un ancien terme, mais c'est ça, c'est le vendeur qui doit faire un avoir au client. Et dans la relation B2B, qu'est-ce qui se passe quand un contrat est annulé parce que Covid, parce que conséquence de la pandémie? Vous avez un fournisseur qui est le tour opérateur, vous avez un distributeur qui est l'agence et vous avez un client. Et le client dit, moi, mon argent, il faut qu'il soit sécurisé, il est chez vous, j'ai un avoir. Vous savez que les avoirs en agence sont sécurisés par votre garantie financière, en espérant que vous teniez tous le coup et que vous n'ayez pas à recourir à la garantie financière. Mais dans la relation B2B, la garantie financière ne joue pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la force majeure qui a un principe, une vertu, on va dire, en droit commun, c'est d'annuler les contrats et d'obliger à la restitution des fonds. Pour parler français, c'est le remboursement. Ça veut dire que quand le contrat est annulé par le client, il est annulé également par l'agence vis-à-vis du TO parce qu'il n'y a plus de contrat, on ne peut plus voyager, on ne peut plus bouger. Et dans ces cas-là, le tour opérateur, sauf meilleur arrangement, attention, tout ce que je vous dis, c'est sauf meilleur arrangement, sauf accord entre les uns et les autres, rembourse l'agence, de manière à ce que l'agence puisse, vous avez entendu souvent parler de cette expression, on a dit sanctuariser les fonds, sanctuariser les avoirs. Vous sanctuarisez les fonds pour les clients, pour éventuellement les rembourser si vous le pouvez, au bout des 18 mois après la proposition. Dans la relation B2B, c'est la force majeure, c'est le code civil qui a des conséquences telles qu'on annule, on résout, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la résolution du contrat, et on procède à la restitution des fonds qui ont été reçus. Donc, ça ne veut pas dire que dans la relation B2B, on ne puisse pas, par exemple, faire un avoir, et cette fois-ci, ce qu'on appelle un avoir comptable. Ce n'est pas un avoir selon l'ordonnance 315 du 25 mars 2020. C'est un accord entre le tour opérateur et l'agence. Pourquoi pas? On a confiance, on est un tour opérateur, on a les fonds. Alors, j'ai parfaitement conscience des difficultés des tours opérateurs qui sont en souffrance de la même manière que les agences. Enfin, même si c'est une manière différente, ils sont en souffrance. Pourquoi? Parce que les tours opérateurs
qui s'engagent sur l'aérien, qui s'engagent sur le terrestre. Ils ont notamment dès l'année dernière, en fait, pour les premiers départs, ceux de mars, avril, juin, en fait, ils avaient, quant à eux, réglé leurs prestataires. Ce sera le deuxième sous-thème de notre relation B2B. Les TO règlent les prestataires, règlent les réceptifs. Et finalement, au bout d'un an, moi, ce que je peux me permettre de dire, c'est que la plupart du temps, ce sont les réceptifs étrangers. On parlera des compagnies aériennes dans le prochain atelier, qui n'ont pas joué le jeu, parce que eux, l'ordonnance 315, ils ne la connaissent pas. Le droit civil, le code civil français, la force majeure, l'obligation de rembourser, ça ne les intéresse pas plus que ça. Et malgré l'annulation à cause des conséquences de la pandémie, ils vont vous dire, je suis sûre, je ne vous vois pas à l'écran, mais j'aimerais tellement voir vos têtes faire comme ça. Je suis sûre que nombreux parmi vous sont ceux qui ont entendu de la part de leurs prestataires, nous, on pouvait vous recevoir, ou alors nous, on comprend très bien, mais par contre, on vous fait des reports. Et on fait des reports dans nos conditions à nous, ou alors on vous rembourse, mais en gardant des frais. Voilà, on a eu un peu tous les cas de figure, et certains, bien évidemment, grâce à leur relation, ont réussi à se faire intégralement rembourser par leurs partenaires. Mais voilà, il faut avoir conscience des difficultés de toute la chaîne et du fait que quand tout se passe bien, c'est formidable. On a éventuellement un remboursement jusqu'à l'agence. Avoir une chaîne d'avoir aussi qui sont en quelque sorte sécurisées. Et ça, c'est bien. Mais je pense qu'à la rentrée de cet été, là, puisqu'on va avoir les premières mises en œuvre de l'ordonnance, c'est-à-dire les remboursements des clients qui n'auront pas souhaité utiliser leur avoir, on va avoir des difficultés. On en parlera encore la fois prochaine avec l'aérien. Mais voilà, ça c'est dans la relation Théo-agence. Je mesure les difficultés, mais le droit pur, c'est annulation du contrat et remboursement à l'agence. Est-ce qu'on a des questions particulières sur ce point? Oui, tout à fait. Valentine Peut-on utiliser l'article 211.14 contre un Théo qui refuse de rembourser et nous oblige à prendre un avoir? Et aussi, quels sont les recours quand certains Théo font de la résistance pour rembourser les acomptes? Oui, je comprends cette question. C'est les deux aspects de la difficulté. Oui, les fameux acomptes, effectivement. Alors, je ne voulais pas vous donner mal à la tête avec des articles, mais comme je vous l'ai dit, on ne va pas utiliser le code du tourisme dans la relation B2B, on utilise le code civil. Donc, les deux articles du code civil qui mentionnent la force majeure et l'obligation de restitution, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sont les articles 1218, 1218 sur la force majeure et l'article 1229, 1229 sur l'obligation de restitution des fonds puisqu'ils n'ont plus d'objet dans la mesure où le contrat est annulé. C'est ça les articles du droit commun qui jouent dans la relation B2B parce que, encore une fois, et je ne suis pas la seule à le dire, hein, heureusement, parce que sinon, voilà, les interprétations qu'on a faites, que ce soit avec les autorités ministérielles, sont que l'ordonnance ne s'applique que dans la relation avec vos clients, pas dans la relation B2B. Donc voilà les articles pour répondre à la première partie de votre question, Valentine. Sur la deuxième partie de la question, sur la résistance au remboursement des acomptes, encore une fois, si vous voulez, d'un côté, il y a la dureté de la loi, l'expression juridique que je viens de vous exposer avec les articles. De l'autre côté, il y a la réalité des faits. Et je suis certaine, je sais que c'est stressant, je sais que c'est angoissant de se dire, oh là là, peut-être que dans quelques mois, j'ai une épée de Damoclès parce que j'ai des clients qui vont vouloir des remboursements. Et moi, mon argent, il n'est toujours pas rentré parce que les acomptes, ils sont sortis. Donc, moi, je favorise le dialogue pour savoir avec votre tour opérateur si il a lui aussi réussi à sanctuariser les acomptes. La réponse qu'on va vous apporter souvent, c'est que les sommes ont été versées aux transporteurs
et aux prestataires réceptifs notamment, qui, eux, vont proposer des avoirs. Donc, une des solutions, elle est bancale, c'est que les avoirs puissent circuler, je parle des avoirs comptables en B2B, les avoirs puissent circuler de manière anonyme, en no-name, vous voyez, pour que ce soit finalement qui soit monétisable et qui ne soit plus réservé à tel contrat, telle personne. C'est une des solutions, je sais qu'elle est un peu bancale, mais voilà, je ne vais pas vous dire ici de vous braquer contre les opérateurs qui eux-mêmes ont des difficultés avec leurs propres fournisseurs. Ça n'est vraiment pas simple. Moi, je prône la discussion. Ne laissez pas cette discussion ou s'envenimer ou aller dans un sens unique. Essayez de convaincre aussi votre Théo en disant non, l'ordonnance ne s'applique pas, mais essayons de discuter pour voir comment on peut faire avec mes acomptes parce que moi, j'ai voilà, tel contrat, j'ai telle obligation. Ça, il faut qu'ils le comprennent parce que eux ne peuvent pas vous donner une garantie financière. Enfin, c'est très rare sur les acomptes. Donc, ça fait partie des études de cas, au cas par cas, pour voir comment on peut faire, mais essayez de privilégier le dialogue en expliquant tout ce qu'on vient de dire sur la nature de votre relation. Merci beaucoup pour ces réponses. Qu'en est-il des réceptifs étrangers qui feraient faillite? Peut-on leur demander un document officiel afin de se protéger lorsque le remboursement des clients en septembre arrivera? Alors, voilà qui introduit la dernière partie de cette petite heure qu'on a passée ensemble sur, là, cette fois-ci, toujours la relation B2B. Et cette fois-ci, vos relations à vous tous, tour opérateur, agence, avec vos prestataires, et notamment les réceptifs. Avant de répondre à la question, je voulais vous dire que cette situation exceptionnelle que nous vivons depuis plus d'un an maintenant doit vous faire penser, doit vous conduire à contractualiser vos relations avec vos prestataires réceptifs. Parce que dans un contrat, alors je sais que certains vont peut-être se dire, bon, un contrat, c'est un bout de papier, le réceptif à l'autre bout du monde, une fois que le papier sera signé, il fera bien comme il veut s'il y a encore une situation type Covid-19. Certes, mais au bout d'un moment, s'il n'arrive plus à travailler avec personne, ce réceptif, ça lui posera des difficultés, je veux dire au niveau international. Donc, une des leçons, pour ma part, ça fait longtemps que je dis qu'il faut contractualiser les relations avec les réceptifs dans le monde entier, mais c'est une des leçons qu'on va retenir de cette pandémie, c'est mettre sur le papier, avant qu'il y ait des difficultés, les cas particuliers. Donc, j'ai quelques cas, moi, qui me sont remontés où, sans savoir qu'il allait se produire une épidémie mondiale comme ça, mais certains contrats prévoyaient le cas de force majeure. Et par exemple, le réceptif s'engageait à rembourser. Ou alors s'engager, c'est moins bien, mais à faire un avoir sans prendre de frais. Vous voyez, donc, le contrat, c'est quand même une chose qui peut être importante. Alors, c'est plus facile à gérer sur l'Europe. Mais en tout cas, moi, je vous engage à prévoir, en tout cas pour l'avenir, ces contrats avec le cas particulier de la force majeure, comme on l'a dit, pour essayer de transposer nos principes à nous, force majeure plus remboursement, à la relation internationale, et pour prévoir également dans ces contrats les conditions d'annulation, pour justement exclure les frais si les annulations sont dues à des cas de force majeure. Donc, les réceptifs étrangers qui font de la résistance, qui vont soit vous appliquer des frais, soit vous imposer des avoirs à leurs propres conditions, ou vous dire par exemple que leurs avoirs sont valables 1 an. Je ne sais pas si c'est fréquent, les réceptifs qui vont limiter les avoirs. Enfin, c'est complètement stupide parce qu'on aura tellement envie de travailler avec eux. C'est un peu une réflexion à court terme, un peu one shot qui n'a pas grand intérêt, mais bon, pour certains, ça arrive. Malheureusement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que moi, je ne pousse pas, ça me semble un peu don quichotesque, si vous voulez, à des actions en justice à l'autre bout du monde ou même en France qu'il faudrait ensuite transposer à l'étranger en disant voilà, j'ai réussi à vous faire condamner, maintenant il faut me payer. Enfin, c'est des sommes qui sont trop importantes par rapport à l'enjeu.
Alors évidemment, je sais que certains d'entre vous ont de gros enjeux, ceux qui font des groupes, ceux qui font du MICE, ceux qui font des voyages initiatifs, par exemple, ou tout simplement parce que c'est un contrat qui coûte de l'argent et par rapport à l'agence, c'est démesuré, mais c'est difficile. J'aimerais vraiment pouvoir appeler personnellement chaque réceptif étranger et lui dire maintenant, ça commence à bien faire, il faut nous rembourser. Mais je suis presque aussi démunis que vous, même si parfois ça a pu fonctionner, de leur faire des courriers, de leur expliquer, de leur faire presque des mises en demeure, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et c'est la raison pour laquelle on doit vraiment tirer une leçon de ce qui se passe pour à l'avenir vraiment border vos relations. Ceux qui sont en réseau avec, vous savez, des réceptifs qui sont référencés, c'est peut-être plus simple parce qu'il y a la force du réseau qui va dire, bon, à tel réceptif, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et moi, j'ai une espèce de caisse de compensation, donc je vais retenir des sommes qu'on vous doit, tout simplement, parce qu'il faut les rembourser aux agences. Ça, c'est une force. Je ne fais pas de publicité pour les réseaux, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a cette force de pouvoir travailler ensemble et c'est quelque chose que je connais bien. Pour ceux qui ne sont pas en réseau, ben voilà, on est là, une opération comme celle qu'on fait avec FTM Top Presence, c'est pour essayer aussi de vous aider, vous montrer que vous êtes au cœur de la réflexion. Valentine, vous me corrigez si je me trompe, mais les agences, vous êtes au cœur de la réflexion d'IFTM. Tout à fait. Et voilà, Les agents de voilà, voyage. c'est ça. Et on va essayer de vous aider. Il y a des groupes d'entraide parce qu'on n'a pas envie de vous laisser tout seul. Et puis parfois, on a des dossiers qui résonnent entre eux parce qu'on va évoquer les mêmes problématiques avec le même réceptif. Donc, on va essayer de se grouper. Voilà. Est-ce qu'on a des questions sur ce thème des relations avec les prestataires? Oui. En B2B, si l'annulation vient du client, donc de l'agence, est-ce que, justement les agents pouvaient assurer le départ, doivent-ils rembourser les acomptes? Alors, doivent-ils rembourser les acomptes? C'est le réceptif ou l'agence? Alors, Oh, allez-y, parce que je je sais que pense parfois, que, c'est pas simple. à mon avis, c'est un réceptif qui pose la question, puisque là, le client, c'est l'agence, et donc il se demande si lui doit rembourser les acomptes. Ah, bah écoutez, ça c'est bien. Je trouve que donc ça veut dire que c'est un réceptif étranger là qui S'il assiste. peut nous préciser dans Ça le serait chat, bien de nous parce le que dire j'ai parce que pas beaucoup j'ai envie de le d'informations. féliciter. Si c'est un réceptif étranger, je vous félicite de poser la question parce que ça veut dire que vous pensez à votre relation B2B avec l'agence et vous vous préoccupez de ça. Et j'ai envie de dire que si vous travaillez avec une agence ou un tour opérateur français, euh, eh bien c'est vraiment une bonne chose que de vous plier à tout ce qu'on vient d'exposer qui est le droit français. Oui, s'il y a une annulation par votre client qui est l'agence parce que il y a des conditions de force majeure, peut-être même dans votre propre pays, souvent d'ailleurs, du réceptif, oui, rembourser les acomptes. Franchement, si vous pouvez le faire. Voilà, donc je trouve ça plutôt bien de poser la question. Et ma réponse sera oui, vous allez faciliter le travail de l'agence avec ses clients et vous allez faciliter vos futures relations avec les agences françaises et les tours opérateurs. Donc bravo et oui, faites ça. Euh, comment peut-on demander le remboursement au Théo des prestations non utilisées? Quel est le support juridique pour le faire? Alors, c'est bien parce que ça revient à ça relance le premier sujet Mm, B2B. Non, le deuxième sujet B2C, deuxième, oui. pardon, sur les prestations non consommées. Parce que vous, en tant qu'agence, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, et je vous avais cité l'article qui est L211-17, qui impose de rembourser les prestations non consommées. C'est pas écrit comme ça. Et effectivement, encore une fois, dans la relation B2B, si vous n'avez pas de contrat, si vous n'avez pas de contrat en B2B qui précise ça, vous savez, souvent dans les contrats B2B, ce qu'il faut mettre, en fait, je vous donne cette petite astuce pour l'avenir, c'est d'écrire dans ce contrat B2B que votre Théo, votre fournisseur,
doivent vous mettre en mesure de respecter, vous, distributeurs, agences, vos obligations selon le Code du tourisme. Donc, c'est un peu un calque. Alors, ne vous méprenez pas. Le Code du tourisme ne s'applique pas dans la relation B2B, mais rien n'interdit dans un contrat de dire que le TO va faire en sorte de faciliter le travail de l'agence. D'accord? Donc, pour ces prestations non consommées, si rien n'est prévu, s'il n'y a pas de contrat, ce que vous devez dire à votre fournisseur, à votre TO, c'est que, encore une fois, si ces prestations ont été non consommées à cause des CEI, à cause, là on est en B2B, donc à cause de la force majeure implique que l'on rembourse ce qui n'a pas été consommé. Et rappelez-vous, donc on est dans le B2B, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le Code civil, articles 12-18 et 12-29. Force majeure égale annulation, égale remboursement de ce qui n'a pas été fourni. Voilà le justificatif que vous devez donner dans le B2B. J'espère avoir été claire dans la réponse pour notre participant. Merci beaucoup en tout cas. On a Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Très attentifs. Ouais. Pourrions-nous revenir sur les exemples de clauses que l'agence peut mettre en place sur le contrat du voyageur pour se protéger? Ah, bah, ça va être simple parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas sortir des préconisations du code dans ce que vous devez mettre dans le contrat. Donc, sur votre responsabilité, sur les CEI, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas exclure votre responsabilité en temps normal, de base. Les CEI, les fameuses circonstances exceptionnelles et inévitables, vous permettent de ne pas être responsable, mais en revanche, vous l'avez vu, c'est vraiment au cœur des débats depuis un an, vous ne pouvez pas ne pas rembourser. Donc, les clauses, si vous voulez, je vous donne les deux articles, l'un sur l'offre précontractuelle et l'autre sur le contrat. Et si vous avez du temps, allez les lire simplement. Vous allez voir, vous savez, les 15 clauses dont je vous ai parlé dans l'offre, et après, il y a 8 clauses dans le contrat. Et on ne peut pas, malheureusement, en sortir. Sur l'offre préalable, c'est l'article R parce que c'est la partie réglementaire du code. R 211-4. Ça, c'est la partie offre. Vous allez voir. Dans l'offre préalable, il faut donner tous ces éléments. Et on a 15 rubriques. Et puis, pour le contrat, toujours dans la partie R du code, c'est R 211-6. Et voilà le cadre dont vous ne pouvez pas, malheureusement, sortir. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des photos dans vos contrats, vous pouvez mettre de la couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous devez respecter les préconisations du code. Encore une fois, il n'est pas exclu que la directive européenne, vous savez, qui est la base du code, qui fait l'objet actuellement, j'ai ça sur mon bureau, mais je n'ai même pas encore eu le temps de le lire, d'une sorte d'état des lieux par la Commission européenne. Il n'est pas exclu que, à force de lobbying, à force de propositions, fasse avancer certaines choses, et notamment ces fameuses CEI, parce que on se rend bien compte que ça met sur les épaules des professionnels les conséquences de situations qui échappent à tout le monde en réalité. C'est comme un tsunami, c'est comme un tremblement de terre, ce n'est pas de votre faute. Et on met sur vos épaules une charge de rembourser de l'argent qui est déjà parti dans le circuit. Moi, je me bats malheureusement sans grand succès depuis des années contre ça. Et j'espère qu'on pourra, à l'aune de ce qui nous arrive là depuis un an, j'espère qu'on pourra en tenir compte au niveau de la Commission européenne et donc après du droit français. Mais attention, restez dans ce que vous dit le code. Sinon, il y a toujours des yeux très avertis qui surveillent ce qui se passe et qui remontent les infos, notamment à la DGCCRF, qui ne sont pas toujours mes copains, malheureusement. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On arrive au bout. Ouais, on arrive au bout. On a pas mal de questions. Je sélectionne une. Quand le réceptif n'est pas européen, alors pardon, ça a bougé parce qu'il y a d'autres questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Quand le réceptif n'est pas européen, rien ne l'oblige à rembourser en cas d'annulation pour cas de force majeure, car il ne dépend
pas des mêmes lois, point d'interrogation. Et ben oui, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, d'où l'importance de faire des contrats en amont. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, c'est gentil, mais on n'avait pas fait de contrat en amont et on n'a pas prévu cette situation. Je le sais. Donc, j'ai toujours tendance à dire qu'actuellement, il faut privilégier euh, la négociation, la discussion, préparer l'avenir avec vos réceptifs. Pour leur dire, voilà, si tu veux qu'on continue à travailler demain, je sais que vous n'avez pas toujours le poids, surtout si vous n'êtes pas secondé par de l'aide et par des réseaux, je le sais bien. Mais voilà, tout va être contractuel. En gros, quand ce n'est pas la loi qui va pouvoir régir votre relation, comme le code civil, le code du tourisme, le code du aussi, ça va être le contrat, en espérant qu'il soit appliqué, parce que c'est pas le tout d'avoir un contrat, mais quand on est à l'autre bout du monde et qu'on s'en fiche, malheureusement, ça ne va pas vous servir. J'en ai parfaitement conscience, mais voilà. Déjà, l'avantage de faire un contrat, c'est au moins de dire, par exemple, qu'on va se référer au droit français. Et quand on fait des contrats internationaux, on va dire, c'est le droit français qui s'applique. Ça peut être vraiment un bon point. C'est pas très compliqué. Ça peut être quelques pages en essayant de ne pas en faire une usine à gaz, mais pour que le réceptif comprenne que chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, une leçon pour l'avenir et pour le passé, mais on va essayer d'avancer, on va essayer de vous aider. Merci Emmanuel. Je pense que la session d'aujourd'hui touche à sa fin. On a d'autres questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. J'ai fait exprès de ne pas sélectionner les questions liées à l'aérien, puisque nous vous donnons rendez-vous le 18 mai avec Emmanuel Loc du cabinet Equinox dans le cadre des ateliers d'IFTM pour répondre plus spécifiquement à tous les questionnements sur le droit de l'aérien, des questions qui sont nombreuses Oui. chez les agents de voyage. Vous retrouverez également cet épisode en replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'IFTM ainsi que sur le site de l'IFTM et j'imagine qu'Emmanuel repartagera cet épisode également. Je vous Avec les remercie. slides, Voilà, dans le avec bon les sens. slides. Hein, on va les intercaler. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Vous étiez vous étiez plus de 160, donc ça fait plaisir. Emmanuel, c'était un plaisir de lancer ce partenariat de l'année 2021 entre IFTM et vous-même. Et merci beaucoup pour cette formation très riche et complète. Merci, c'était un plaisir partagé. Vivement le mois de mai. Courage, force et courage, comme je dis à tous, et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.